Vous êtes là en plein dans l'émission Paramètres et perspectives. Paramètres et perspectives, une émission d'analyse scientifique et historique des faits. Et pour le cas d'aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai deux invités de marque. De marque, pourquoi? Parce que moi, j'estime que ces deux personnalités vont nous aider à découvrir des vérités que la majorité des Congolais, des Africains ignorent. Pourquoi exclusivement les Africains et les Congolais? Parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, des origines à nos jours. Alors, sur ce plateau, j'ai deux invités. Je commence par celui qui est à ma gauche. Bonjour, monsieur. Bonjour. On peut savoir comment vous appelez? Mukendi Kalala, Wantitakembe. Et j'ai à ma droite un autre monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On peut savoir comment vous appelez? Oui, je m'appelle Mwambaï Chibangu Chamoulenga. Voilà, vous voyez donc que j'ai avec moi sur ce plateau deux personnalités qui sont en fait des chercheurs scientifiques. Chercheurs scientifiques, déjà, rien que le titre en dit déjà long. Pourquoi? Parce que chercheurs scientifiques, c'est-à-dire, c'est des personnes qui font des études, des analyses scientifiques sur des événements que peut-être nous prenons généralement de manière tout à fait banale. Avec eux, comme vous voyez sur la table, des ouvrages. Ils sont auteurs d'une demi-douzaine d'ouvrages, c'est-à-dire à peu près 18 à 22 ouvrages, qui parlent de l'histoire, de quoi encore, s'il vous plaît? L'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos origines, l'histoire de ce que nous sommes, l'histoire de ce que nous subissons en ce moment, et aussi des projections de l'avenir immédiat. Mais alors, monsieur Mukendi, l'histoire de nos origines. Mais nous connaissons nos origines déjà. Nous savons que, quelque part dans la Bible, on nous considère comme les gens qui étaient pas classés. Parce qu'en fait, vos recherches tablent aussi sur les vérités de la Bible. Tout ce que nous savons de notre origine, nous l'avons appris à travers l'enseignement occidental. C'est-à-dire quoi? Que ce soit l'enseignement qui nous est dispensé chez nous, à domicile, à l'école primaire, à l'école secondaire, l'enseignement que nous avons suivi en Europe au niveau universitaire, le discours est occidental. Il nous a fallu détricoter le paradigme occidental pour arriver à comprendre comment il fonctionne et comment il a notamment fonctionné à notre endroit. Et à partir de là, découvrir notre propre paradigme et aller vers nos vraies origines. Les origines que l'Occident nous a données ne sont pas vraies. Elles sont fausses, elles sont faussées. Il y a une falsification de l'histoire. Falsification organisée, consciente, orientée vers un objectif précis, celui qu'on appelle le grand remplacement. Le grand remplacement. Et je reviens à vous, mais j'aimerais justement expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, pour le cas de cette première émission, parce que c'est que la première, il y en aura d'autres qui vont suivre cette première partie, nous allons essayer de pénétrer un des ouvrages que monsieur Mwambaï et monsieur Mukendi ont coécrit. En fait, la plupart des livres, ils les ont écrits ensemble. Et ici, nous avons Les oiseaux du Sambatien. L'origine hébraïque du peuple Luba. Rien qu'avec ce titre, l'origine hébraïque, c'est-à-dire l'origine juive du peuple Luba. Grande question. Et nous aurons sûrement l'occasion d'en savoir, d'avoir des réponses par rapport à cette question, qui commence déjà à me tourmenter. Mais les oiseaux du Sambatien, c'est-à-dire quoi exactement? Parce que, en fait,
J'ai vu dans la table de matière la naissance de l'humanité et dans la préface, il y a une attaque qui m'a beaucoup plu. Vous dites, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre en pire. Un peuple qui rejette son passé finit par le revivre humilié, avec douleur, avec pénalité. J'ai comme une figure de ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les Africains ont oublié leur passé. Vous pensez qu'il y a moyen de le revivre en mieux? Nous sommes partis d'un constat. Ouais. C'est que le phénomène appelé colonisation est un phénomène vécu dans le monde entier, à des moments divers de l'histoire. Mais nous sommes une exception dans la manière de vivre ce phénomène. Comment ça? Quand on colonise un peuple, on le domestique. En fait, on met la main sur l'énergie qui représente les membres, cette population-là. On capte cette énergie-là au profit des colonisateurs. Mais on ne tue pas l'énergie. Chez nous, la colonisation est une histoire de massacre, d'holocauste, une histoire d'hécatombe. La colonisation n'a jamais tué autant que chez nous. Et cela nous a frappés. En cherchant de comprendre pourquoi, parce que ça n'a pas l'allure d'une colonisation comme elle a eu lieu ailleurs, nous avons découvert que c'est plutôt une croisade antisémite à notre endroit. Et par là, nous avons découvert que nous sommes des vrais sémites authentiques, les vrais descendants d'Abraham. Et nous avons prouvé cela par la voie linguistique, scientifique, par la voie de l'exégèse et aussi par la voie de l'analyse de nos traditions que nous avons mis en parallèle avec les pratiques des juifs actuels, pratiquants, et par les trois voies, par la preuve par trois, nous sommes arrivés à la même conclusion. Que les Bantous sont des Sémites, sont des descendants d'Abraham. Mais alors, excusez-moi, là c'est comme qui dirait, vous déconstruisez l'histoire, là, avec votre, je sais pas si on peut appeler, je peux appeler ça une théorie, si ça vous me permettez. C'est une théorie ou bien c'est une preuve, à votre niveau. Nous donnons les trois preuves. Okay. Nous donnons la preuve par la linguistique, oui. Une preuve scientifique. On va le savoir. Nous donnons la preuve par l'exégèse, par l'analyse des Bibles. Nous avons lu beaucoup de Bibles, y compris des apocryphes. Nous avons lu le Coran. Donc, l'exégèse de tous ces livres sacrés aboutit à la même conclusion. Alors, nous allons rester sur l'origine de l'humanité, parce que là, nous sommes vraiment à l'origine de l'humanité. S'il est évident que nous sommes les descendants d'Abraham, de Sem, je crois, hein? Des Sémites. Les Sémites. Sem, oui. Sem. Si nous sommes les descendants d'Abraham, mais pourquoi est-ce que cela n'est-il pas connu? N'est-il pas publié? N'est-il pas reconnu? Pourquoi? Alors là, nous entrons dans la problématique du paradigme occidental. C'est les livres dont nous disposons, les règlements universitaires que quand on produit une thèse, quand on produit un mémoire, il faut s'en tenir aux écrits. Alors, c'est un encadrement de guidage des esprits. Des consciences. Voilà. Or, l'Occident, de par sa nature,
de par ses objectifs, construit un discours. En ce qui concerne l'histoire, il y a deux phénomènes à prendre en considération. C'est l'environnement où se passent les faits, le narratif à charge des hommes qui font cette histoire. Et donc, il faut un modelage de l'environnement. Donc, dans le cas qui nous concerne, l'Occident a modifié régulièrement les appellations de notre continent. C'est très grave, ça. Et quand l'Occident nous a occupés par la colonisation, on a modifié l'appellation des peuples. C'est un assassinat Voilà. moral, mental, culturel. Voilà. Ce faisant, on a brouillé les pistes qui mènent à notre vraie histoire. Et donc, il faut remonter le temps, c'est-à-dire effeuiller tout cela, considérer que toutes les appellations diverses que nous avons portées tout au long de l'histoire, tout au long de l'histoire tracée par l'Occident, sont des prénoms, et nous remontons ça à la recherche de notre vrai nom de famille. Mais alors, Monsieur Mukendi, c'est-à-dire par rapport à cette explication, de là à comprendre carrément que tout cela a été fait sciemment pour nous dévoyer et nous exploiter concrètement. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui le véritable combat de l'homme noir est que c'est lui, l'enfant de la promesse. Et que, excusez-moi, je ne veux pas parler de haine de l'étranger ou xénophobie, mais est-il que aujourd'hui le travail que vous avez fourni ici, c'est que vous avez prouvé que la Bible n'a pas été rapportée, traduite fidèlement. C'est ça? Oui. Avant d'arriver à cela, Monsieur Mamba, il peut nous faire l'illustration des divers noms dont l'Afrique a été affublée. L'Afrique, c'est le Gondwana, d'après ce que j'ai appris. L'Afrique, c'est l'Afrique. Non. Pourquoi? Merci pour la question. Le nom Gondwana, c'est un nom, c'est actuel ça, et c'est un nom qui est en train de faire du chemin, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'Afrique. Et même le nom Afrique lui-même, ce n'est pas ça le nom original de notre continent. Et c'est lequel? Le nom Afrique d'abord est venu d'où? Le nom Afrique est venu de Leo Africanus. L'Afrique a été appelée à différentes époques par plusieurs noms différents. Ainsi, en 149 après Jésus, en 149 avant Jésus, c'est alors que les Romains sont arrivés en Afrique, à Carthage, en Afrique du Nord. Il y avait un explorateur romain qui s'appelait Leo Africanus. C'est celui-là qui avait conquis cette partie du monde, en Afrique du Nord-là. Et c'est lui qui a donné son nom à cette partie, et le nom s'est généralisé à tout le continent. Mais ça ne peut pas être considéré, parce que celui qui donne le nom à une personne ou à une chose, il en devient propriétaire, il en devient l'auteur, il en devient le créateur. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Quand ils sont arrivés chez nous, ils ont trouvé des hommes, le continent existait, les hommes étaient là, il y avait un nom. Parmi les noms de l'Afrique qui sont valables, il y a Kam ou bien Kémit. C'est un de noms qui a existé dans l'histoire de notre continent. Kam qui se ramène à Kam, le fils de Noé. L'Afrique a été appelée à un certain moment Kam ou Kémit. Ça fait référence à l'Égypte antique, à l'Égypte pharaonique. C'était le nom de notre continent à un certain moment. Mais plus loin avant ça, il y a le nom Al-Keboulan, qui est attesté comme avoir été le nom réel de l'Afrique, qui signifie le jardin d'Éden. Mais voilà que tout cela a été effacé au profit d'un nom d'un individu. Nous avons été nommés par le nom d'un individu. Et ça, c'est un problème sur lequel les Africains doivent se pencher. Mais vous y pensez déjà, c'est déjà beaucoup.
vous ouvrez déjà, comme on dit, des horizons pour beaucoup de monde, Ouais. dont le mien, et étant donné que l'Afrique Ouais. n'a pas commencé avec Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique a commencé avant Afrique. Ouais. Et en ayant commencé avant Afrique, à l'époque d'Abraham, c'est-à-dire c'est à l'origine même du monde, comme qui dirait, civilisé. Parce que à partir d'Abraham, on sent que le premier des hommes, c'est Abraham. Il y en a eu, mais de manière générale. On nous dit que le premier des hommes, c'est Abraham. Mais c'est-à-dire, cette Afrique-là était là, même avant Abraham. Le premier des hommes, ça va, Abraham. Ça va, Abraham. Plus loin, le premier des hommes reconnu par tous, c'est Adam. Même si l'histoire est en train d'attester actuellement qu'il y a eu plusieurs Adam. Chaque époque a eu son Adam. Voilà. Le premier des hommes, c'est Adam. Et d'après les ossements qui ont été trouvés, Cheikh Anta Diop a démontré que les ossements les plus anciens, ce sont ceux qui ont été trouvés en Afrique. En Tanzanie, je crois, au Dewey. Oui, en Oldoué. Ce sont les plus anciens. On a eu présenté des histoires par-ci par-là, mais Anta Diop, le regretté, a démontré que le plus ancien, c'était celui qu'on avait trouvé en Afrique. Alors, l'humanité a commencé en Afrique. Alors oui, monsieur Mombaï, Oui, je sens que la matière commence un peu à s'élargir, oui. mais je vais essayer de revenir, recadrer Tout sur à fait. un aspect qui est propre à nous, Oui. au Congo, le peuple Luba. Mais je voudrais savoir, dans cette chronologie-là, Oui. on commence par l'Égypte, Oui. par une civilisation qui est beaucoup plus proche de notre conscience. Tout à fait. Était-il blanc ou noir? La civilisation égyptienne était noire. Ça a été prouvé de mille façons. Ça a été prouvé lorsqu'on visite les pyramides et autres, et qu'on voit les images qui sont là, ça montre bien que ce sont les hommes noirs qui vivaient là. Donc la civilisation égyptienne a été noire. Mais vous voulez dire que si la civilisation égyptienne était noire, Oui. elle était en avance par rapport à la civilisation qui était en Occident. Oui. Parce que la technologie, la construction, le gigantisme des œuvres égyptiennes dépasse tout esprit. Mais comment est-ce qu'on peut justifier ça? L'Occident n'avait même pas de civilisation. La civilisation partait de l'Afrique. L'humanité a commencé en Afrique et la civilisation partait de l'Afrique dans la vallée du Nil. Et c'est à partir de cela qu'elle s'est propagée ailleurs. L'homme est parti de l'Afrique vers d'autres continents et la civilisation est partie aussi de l'Afrique vers d'autres continents. Donc, de là, vous allez sur le principe que la civilisation était en Afrique. Oui. Et que la vague des colonisations avait... Oui, par exemple, en prenant appui sur la Bible, hein, Oui. L'humanité était dévoyée et on a effacé le tableau avec le déluge. Et donc, on recommence tout. Et le recommencement, après le déluge, c'est Noé qui survit au déluge. Et il a 3 enfants. Sem, Cam et Japhet. Et Noé distribue maintenant les terres. Donc, on va donner un nom à l'Afrique, à ce qui est devenu Afrique. L'Afrique est donnée à Cam. Donc, ça va s'appeler Cam. Camille. Le nom retenu dans la littérature pour l'ancienne Égypte. Et c'était toute l'Afrique qui s'appelait comme ça. Et à Sem, selon la Bible, c'est l'Asie, l'Eurasie qui lui est allouée. Et à Japhet, ce sont les îles, donc les îles telles que la Grèce, l'Italie, l'Espagne, donc voilà, ce qui va devenir l'Europe. Et c'est ce que la Bible dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Noé était noir. Ses fils Sem et Cam étaient noirs. Japhet était un albinos. Et donc Japhet est censé être l'ancêtre des Blancs. Sem et Cam sont des ancêtres des Noirs.
ils vont avoir des enfants. Et Yafet va avoir à lui tout seul autant d'enfants que ses deux grands frères. Ce qui donne l'idée que les Blancs vont devenir plus nombreux. Mais si les Noirs ne sont pas aussi nombreux que les Blancs, parce qu'ils étaient, les deux faisaient jeu égal avec leur frère cadet, si les Noirs ne sont pas aussi nombreux que les Blancs, c'est qu'il y a eu un génocide systématique des Noirs. Ça, c'est au plan purement statistique. Alors, parmi les Noirs, il y a des descendants de Cam, il y a des descendants de Sem. Et nous, on est de la lignée de Sem. Les Bantous sont de la descendance de Sem. Ce sont des descendants d'Abraham. Et les Noirs et les Arabes, parce que les Arabes, normalement, sont noirs. Les Arabes blancs que nous voyons, ce sont des métis nés notamment dans l'Empire ottoman qui a colonisé une grande partie de voilà. l'Europe. Mais alors, descendants de Sem, nous sommes des Sémites. Les Bantous sont des Sémites. Oui. Mais où est-ce qu'il y a eu la rupture? Où est la rupture, le point de rupture entre les Sémites et les Bantous que vous avez reconstitué? Si je peux me permettre de poser cette question de cette manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui démontre que les Bantous sont des Sémites? Alors, les Sémites, à travers Abraham jusqu'à Jacob, sont en contact avec Yahweh, avec le Créateur. Et ils sont liés à lui par une alliance. Ils vont désobéir, tourner le dos à cette alliance. Et de ce fait, ils sont frappés de malédictions qui n'étaient pas de durée infinie, ils devaient prendre fin. Parmi les malédictions, il y a notamment le fait qu'ils devaient devenir des esclaves de leurs frères. Et les Noirs sont le seul peuple qui ait connu l'esclavage. Cet esclavage qui devait durer 400 ans a pris fin. Depuis quand? Alors, le premier bateau amenant des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique est arrivé en Virginie en 1619. Oh. Mais 400 ans, 1619. Et en 2019, plus de 300 familles ont quitté les îles des Caraïbes et sont arrivées au Ghana, à Brazzaville. Et moi, personnellement, j'ai eu à serrer la main à quelques afro-descendants en 2019 au studio Maman Nguebi, ici à Kinshasa, lors du colloque international sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique par l'Occident. Et ils sont allés jusqu'en Kamba, en reconnaissance de la prophétie de Kimbangu, disant que lors du centenaire de sa naissance, les esclaves partis dans les îles de la mer reviendront à la vie. C'est pour ça que je vois dans le livre, vous avez dit, continuez de lire la Bible, vous découvrirez qui est le voleur et qu'est-ce qu'il a volé. Fumu Simon Kimbangu, c'est lui qui a dit. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Je comprends, mais si vous pouvez m'aider, peut-être pour ceux qui nous suivent, à peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette vérité. Et nous encourager, le patriarche nous a encouragé de continuer à lire la Bible que lui avait lu. Il l'a lu, il a découvert le secret qui était dedans.
Et il nous encourageait, nous tous ses compatriotes, à continuer à lire aussi, afin d'arriver à découvrir cette vérité. Alors, pour essayer de suivre son idée, c'est-à-dire que 400 ans sont passés, et nous sommes dans l'ère du renouveau, de la redécouverte de nos origines. Bien sûr. Mais alors, c'est ce qui fait que, excusez-moi, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que le monde est arrivé à son terme, et que, comme un nouvel ordre mondial est en train de se recréer, ou bien ce sont des signes de temps que la Bible a écrits, mais qui ont été très mal interprétés et qui sont en train de se vérifier aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend plus rien. Lorsqu'on étudie la société occidentale, ils en sont à des pratiques qui le dépassent. Et puis on a comme l'impression que la civilisation occidentale, c'est, excusez-moi, c'est comme si c'était un canular, et qu'aujourd'hui, la réalité est claire. Avec notre pays, le Congo, qui regorge de... Vous allez nous faire comprendre que nous sommes dans la partie du jardin d'Éden, là où coule le lait, le miel. Oui, d'abord, il faut noter que le coup d'envoi à la traite des Noirs a été donné en 1515 par le Vatican, dans une autorisation accordée à l'empereur Charles Quint. Ça, c'est une belle histoire que j'aimerais bien comprendre. Expliquez-nous un peu ça. Le Vatican a donné le coup d'envoi de la traite. Oui, c'est le Vatican, c'est le patriarche de l'Occident. À cette époque-là, c'est le Vatican qui consacrait les empereurs, les rois, et c'est l'autorité morale de l'Occident. Et on demandait la lumière au Vatican. Est-ce qu'ils ont une âme? Et le Vatican s'est prononcé. Et le point de vue du Vatican a libéré les consciences des chrétiens occidentaux. Et dit, on peut prendre des Noirs comme esclaves. On peut... Parce que les Noirs n'avaient pas d'âme. C'est ça. Et excusez-moi, et une idée inspirée par le Vatican. Excusez-moi, c'est quand même assez difficile à passer dans ma tête. Oui, la Bible a été modifiée pour le besoin de la cause, pour en faire le support de la colonisation. Et donc, voilà, le Vatican a assumé ce rôle-là d'être l'expert de l'humanité, en humanité, pour dire ce que les chrétiens devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Alors, dernièrement, dans la tête, la visite du pape, son discours. Dernièrement, le pape est arrivé ici chez nous, en fauteuil roulant. Il aurait pu nous épargner une telle image, parce que le pape, c'est le représentant du Christ sur la terre. Le Christ a fait marcher les paralytiques. Lui, il s'est présenté chez nous en fauteuil roulant. C'est un contraste énorme. Mais il l'a fait parce qu'il était porteur des messages qui le dépassent. Le pape est venu chez nous ici siffler la fin de la traite des Noirs. Il faut bien analyser son discours. C'est un bijou. C'est ciselé avec l'art d'orfèvre. Le pape a dit clairement, retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC. Et contre toute évidence, parce que nous sommes le pays de solution aux problèmes de l'air, aussi bien en minerais nécessaires pour la transition énergétique que pour le développement de tout le monde prône. Oui. Le pape a dit, la RDC n'est pas une mine à exploiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas une mine à exploiter, alors que ça va dans tous les sens. Oui, c'est une manière forte de dire, ne continuez pas à exploiter. Considérez les hommes qui sont là, ils ont beaucoup souffert,
écoutez-les. C'est les paroles du pape. D'ailleurs, Oui, c'est la je- fin de la traite. Mais alors, c'est-à-dire, dans votre livre, noir sur blanc, les détails de cette réalité qui nous échappe, qui nous a échappé, cette réalité qu'on a falsifiée, cette humanité qu'on nous a volée, jusqu'à créer tout un système qui a perdu le monde, en fait, c'est ça. Excusez-moi, à mon avis, j'ai comme l'impression que même la Bible, excusez-moi, je ne suis vraiment pas, je ne veux pas devenir un... Il faut relever les paroles fortes du pape. Il dit, en s'adressant à nous, mes diamants. Qu'est-ce que c'est que le diamant? C'est au départ du carbone, du charbon noir, et qui par suite de la pression subie au fond de la terre, devient un brillant. Ça veut dire, vous avez appris dans la Bible que vous êtes noir parce que vous avez été maudit. Donc la couleur noire, c'est un signe de malédiction. Mais vous êtes tout blanc en dedans. C'est-à-dire, c'est vous le peuple élu. Et c'est clair, il faut empêcher que ce peuple élu prenne conscience de sa nature, de son élection, pour faire avancer les choses. C'est-à-dire, là, l'Occident passe, depuis le temps que nous sommes sur cette terre, nous subissons que la pression, les influences de l'Occident. Mais qu'en est-il alors du partage de cette Afrique, qui ne s'appelait pas Afrique, la conférence de Berlin? Comment peut-on comprendre ça? Je crois que là, c'est vraiment la manipulation au plus haut niveau de l'homme noir. L'intitulé exact de cette conférence, c'est la conférence internationale de Berlin sur le Congo. Ah, ça j'ai appris ça aussi. On m'a Voilà. dit ça, mais ce n'est pas... Et Les livres d'histoire ne relèvent pas voilà, cette définition. c'est au nombre de falsifications le début de notre propre histoire. Notre pays a été créé par les États-Unis d'Amérique. Avant la conférence de Berlin. Avant Ah. la Mais l'histoire ne nous dit pas ça. L'État libre du Congo a été proclamé le 23 février 1884. Une année avant la conférence. Et en avril, les États-Unis d'Amérique ont reconnu l'État libre du Congo. Mais cet État libre du Congo ne comprenait pas Kinshasa. Il ne comprenait pas le Bas-Congo. Il ne touchait pas à l'océan. L'Amérique l'avait créé pourquoi? Comme un dépotoir où amener les Noirs américains. Donc ce sont réellement, essentiellement des racistes américains qui se sont intéressés à ce projet. Avec à leur tête John Tyler, sénateur d'Alabama. Et alors, un rapport de Stanley leur a été fait. Stanley qui était engagé par Léopold II. Et qui était américain, d'origine anglaise. Ouais. Stanley a fait un rapport disant l'État libre du Congo est proclamé, mais il est impropre à l'usage pour lequel l'Amérique l'a créé. C'est-à-dire qu'il ne touche pas à la mer. À l'époque, on n'avait pas encore inventé l'avion. Les Noirs devaient être amenés par bateau. Alors, comme le pays ne touche pas à la mer, amener des masses de gens comme ça par bateau, ce n'était pas pratique. Et l'Amérique, comme elle ne renonce jamais à rien,
Et il a sollicité Bismarck, le chancelier allemand, l'homme puissant de l'Europe à l'époque, pour servir d'intermédiaire dans des négociations avec la France et le Portugal. La France qui occupait Kinshasa et le Portugal qui occupait le Bas-Congo. Et quand Bismarck a reçu la demande, il l'a transformé en une conférence des 14 grandes puissances. Donc à la conférence s'est trouvée la Russie, l'Empire ottoman, la France, l'Angleterre et forcément les États-Unis. Oui, l'appellation c'est les grandes puissances, mais la Belgique, le Danemark y étaient aussi, elles n'ont jamais été des grandes puissances. Et c'est à ce moment-là qu'on a engagé Léopold II dans cette grosse affaire. Voilà. Léopold II n'a pas été à la conférence. À la conférence, il n'y avait aucune ONG. Il y avait bien des spécialistes, dont Stanley, qui était en vedette là-bas. Et à cette conférence, Bismarck a réussi à mettre d'accord la France et les États-Unis. Sur le sol de Kinshasa. Sur de Kinshasa. Qui s'appelait à l'époque Foix. 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 Foix comment? F-W-A. Foix. Foix. Ça fait trop Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, à cette époque-là, Kinshasa était terre française. Voilà. Le vrai nom en Téké, c'est Inchassa. 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 Le qui vient du Lingala. Oui. Et comme c'était la terre des Batéké, il y avait des chefs Téké ici, Ngaliema, Lungwala, Limet, c'était des chefs Téké. Et le roi des Batéké était à Mbou, sa capitale. Mbou, c'est Brazzaville actuelle. C'est Makoko. Oui. C'était le roi des Batéké. Voilà, Makoko, il habitait en Mbou. Qui a conclu avec les Français. Avec les Français, Savorgnan, et puis avec Stanley. De ce fait-là, vous avez dit Lungwala. Lungwala. C'était un des chefs qui occupait la partie française de l'autre côté de la rive. L'appellation Lungwala vient du je vois Lungwala. Du Lingala. C'est Lungwala. Inchassa, Ngobila. Voilà. Oui. Donc, il y avait un administrateur sénégalais, ici, à Foix, du nom de Malamine. Malamine, voilà. Me dit quelque chose, je crois. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? Léopold II possédait un comptoir à Pointe-Noire, sur l'océan. Et les Américains, l'ambassadeur américain, ancien ambassadeur américain à Bruxelles, qui était dans la délégation, a eu l'idée de négocier l'échange entre Pointe-Noire et Kinshasa. Mon Dieu. Donc Léopold II a été prié de céder Pointe-Noire aux Français. Et pourquoi? En échange de Kinshasa. Alors, Pointe-Noire, ça ne l'arrangeait pas. Pointe-Noire, c'est un... Mais qu'est-ce qu'il faisait à Pointe-Noire? Voilà. De quel droit il avait? Un comptoir de commerce. Il avait un comptoir de commerce. Il achetait des pointes d'ivoire. En tant que roi, à cette époque? Oui, c'était un savant géographe. Ah oui, c'est vrai. Il faisait des affaires personnelles, privées. Okay. Et donc, ça, c'était il avait une propriété privée. C'était son comptoir. Voilà. Pointe-Noire, ça n'a rien à voir avec les légumes que nous mangeons ici à Kinshasa. Ils portent le même nom. Pointe-Noire, ce sont des flèches empoisonnées. Quand les Blancs venaient d'Europe, et quand on leur disait on arrive
on a l'Afrique en vue, on arrive. Il se précipitait sur le pont du bateau et les Congolais, à l'époque, décochaient des flèches empoisonnées. Et quand cette flèche empoisonnée atteignait la peau blanche, ça faisait une tache noire. Et il s'en suivait évidemment la mort. Et on a baptisé. Et donc, voilà, on prévenait les gens à l'approche. Attention au Pointe Noire. Attention, Pointe Noire. Et c'est de rester dans... Voilà. Oh, merci beaucoup. Donc, pour compenser la perte de Pointe Noire subie par Léopold II, on lui a offert la couronne du Congo. Oh. La Belgique reconnaît le Congo en 85, après la conférence de Berlin. Donc c'était un roi qui était roi sur deux, il était roi 2 fois. Il avait deux couronnes. À titre personnel, il y a eu un débat au Parlement belge qui a duré 3 mois. Et au terme du débat, on a reconnu à Léopold II le droit d'être souverain du Congo à titre personnel. Ouais. Donc le Congo et la Belgique ont toujours été séparés, 2 États séparés. C'est quand même assez... c'est renversant. Et je vois un peu plus clair dans ce qui s'est passé réellement à la conférence de Berlin. Et je comprends comment est-ce que... Je n'arrivais jamais à comprendre le fait qu'on me dise Léopold II a cédé finalement la Belgique, le Congo à la Belgique. Cette transaction, je ne la comprenais pas, mais avec ce que vous donnez comme fait, je saisis maintenant comment ça s'est passé. C'est-à-dire, en fait, ce Congo appartient aux Américains, a toujours appartenu aux Américains. Et dans tout ce que je dis là, on n'a pas encore réglé le sort du Bas-Congo. Il est toujours entre les mains des Portugais. Oh oui, la France, donc Pointe Noire contre Kinshasa. Et maintenant, comment ça s'est passé avec... Alors, donc à Berlin, le Portugal et les États-Unis ne se sont pas mis d'accord sur le sort du Bas-Congo. Et après la conférence, les États-Unis ont envoyé un navire de guerre. Ils ont envahi l'île de Boulabemba. Ils l'ont occupée. Ils ont envoyé des bateaux en rade de bombes tirer des coups de semonce. Le Portugal a protesté auprès de Bismarck. Des coups de semonce, c'est-à-dire on annonce qu'on va entrer en guerre. Oui. Et combien? Ils peuvent en tirer combien? Parce que généralement en temps de guerre, c'était symbolique. Ils ont tiré 21 coups de canon. 21 coups de semonce. Non, mais ils avaient calculé le coup. Donc, ils ont dit ça a créé la panique. Ils ont dit à Bismarck que les coups de canon étaient tirés en reconnaissance de l'État du Congo. Mais aux Portugais, ils ont dit, nous sommes à pied de guerre. Si vous ne dégagez pas, nous nous battons. Et les Portugais, devant l'ultimatum, se sont retirés. Tout le long du fleuve. Tout le long du fleuve. Et quand les Américains ont débarqué à Matadi, Mwanda, tout ça. Voilà, tout était libre jusqu'à Kinshasa. Mais la population leur a signalé qu'il y avait encore des Portugais en brousse dans l'enclave de Cabinda actuelle, qui n'avaient pas reçu l'information de dégager. Alors, les Américains ont haussé les épaules et dit on n'en a pas besoin. Et l'histoire fait qu'aujourd'hui on en est à cette enclave qui est en, comme qui dirait, qui a un statut. Qui appartient maintenant à l'Angola. En Angola. Et c'est à ce moment-là que les Américains offrent la couronne du Congo à Léopold II, et Léopold II en profite pour changer le nom et dire État indépendant du Congo. Avant, c'était l'État libre du Congo, en 84.
Ben alors, monsieur Mukendi, vraiment, excusez-moi, c'est me rentre un peu trop vite dans la tête. Donnez-moi le temps de prendre le coup, hein, parce qu'en fait, monsieur Mambaï me dit que l'Afrique ne s'est jamais, a été débaptisée, ça n'a jamais été l'Afrique, que, en fait, comprenez que c'est assez trop pour moi, et vous me donnez un autre énoncé sur ce qui s'est passé à la conférence de Berlin, la naissance du Congo, comment ça s'est passé. Mais alors, pourquoi tout ça? Parce que je crois qu'on peut s'arrêter sur cette première émission, et avec la deuxième émission, on va devoir poursuivre sur la suite du Congo et comment est-ce qu'on en est arrivé aux fameux oiseaux du Sambatian, d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, pourquoi. Mais d'abord, pourquoi tout ça, à votre avis? Alors, donc, je dis que l'Amérique s'est intéressée à ce territoire pour y déverser les Noirs américains dont on ne voulait plus aux États-Unis. Notamment mais on les a mis au Libéria. Au sud. Le Libéria trop petit. Mais quand Léopold II reçoit le Congo, il change le cap. Il prend comme slogan, comme devise, comme mot d'ordre, apérir terram gentibus. C'est du latin. Voilà, c'est du latin. Traduction, s'il vous plaît. Ça veut dire ces terres sont ouvertes, ces territoires sont ouverts aux hommes libres. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Les hommes libres, c'était pas les Congolais. Nous sommes Congolais que vers 1952. Et avant là, il y avait des indigènes du Congo. Des indigènes du Congo. Oui. Qui venaient de partout, on les prenait de partout pour l'union minière et... Non, c'était ça le statut des Congolais. C'était ça le statut des Congolais, c'est-à-dire on n'avait pas une véritable nationalité congolaise fondée sur le ius sanguinis, donc le sang ou la terre, non. Léopold II a dit clairement qu'il ne voulait pas partager le pouvoir politique avec les nègres. Voilà. Bon. C'était de la matière politique pour lui. Alors, je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour cette première émission. Pourquoi s'arrêter aujourd'hui? Parce qu'en fait, laissez-nous le temps de prendre le coup de ce que vous avez donné et nous allons devoir aller sur une seconde partie. Nous allons commencer sur, en fait, ce Congo où Léopold II ne voulait pas partager son pouvoir avec les indigènes et que les Congolais ne sont devenus Congolais qu'en fait, à partir de 1952. Oui. Et pourquoi? C'était quelle loi qui a permis? Alors, en termes de conclusion. La Deuxième Guerre mondiale, menée par l'Allemagne contre les Alliés, a amené l'Allemagne à occuper la Belgique. Le roi Léopold III a été capturé et amené en captivité en Allemagne. La Belgique occupée. Totalement. La Hollande, les Pays-Bas occupés totalement. Le Danemark, seule la France était occupée à moitié. Oui. La France libre. Alors, il ne restait du gouvernement belge que le Premier ministre Pierre Lot et le ministre des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak, réfugiés à Londres. À ce moment-là, au Congo, nous n'avions plus de tutelle de la Belgique. Parce que la Belgique était occupée. Voilà. Et le Congo s'est assumé sous la direction du gouverneur général Pierre Ryckmans. Il s'est assumé comme un État, a signé des accords avec les États-Unis, a fourni l'uranium aux États-Unis pour la bombe d'Hiroshima de Nagasaki, a fourni des troupes, la force publique. Qui a
qui a participé à la guerre en Éthiopie, en Palestine, en Birmanie. Birmanie, Gambela, Sayo. Voilà. Et au retour, pour rendre honneur à la force publique, il a été créé à Kinshasa ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle cité, c'est-à-dire Kalamu, Kasavubu actuel, qui s'appelait Dendal, Kalamu s'appelait Rankin, et Ngiri. Ce sont les premières cités. Voilà. Quand vous entrez dans cette partie de Kinshasa, vous trouvez toutes les avenues, les rues sont à la mémoire de la victoire de la force publique. Vous avez d'abord l'avenue de la Victoire. Vous avez Gambela, c'est une ville. L'avenue de la Victoire, pourquoi Victoire? Je dois arrêter, mais j'ai du mal à me saisir. Allez-y, la victoire de la guerre 40-45. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça victoire. Oui. Mon Dieu. Alors que nous pensons que c'est victoire parce que on a une autre indépendance. Non, Gambela c'est une victoire congolaise en Éthiopie. Gambela c'est une ville d'Éthiopie. Sayo aussi. L'autre rue. Bon, je sais, à force publique. Bon, voilà. Voilà. Et vous avez des. Mahenge et d'autres. Oui, Mahenge, oui. Alors, Monsieur Mukendi, Monsieur Mambayi, je vous remercie. Je suis obligé de dire au public qu'il y a un numéro au bas de cet écran. C'est un numéro qui peut vous permettre, si vous avez besoin d'avoir des explications plus importantes, si vous avez besoin de réagir par rapport à tout ce qui a été dit, parce que nous avons vraiment vécu une véritable page d'histoire avec nos deux chercheurs scientifiques. Je vous promets que ça, c'est bien rien que le premier numéro. Il y a un second numéro qui va arriver avec la suite de tout ça, parce que vous voyez tous les manuels qui sont là, les oiseaux du sang battant, et puis, s'il vous plaît, le Congo terre promise, proie des holocaustes. En fait, il y a eu beaucoup de massacres au Congo. Pourquoi? Ben, ils vont vous l'expliquer dans la seconde émission. Pourquoi, depuis qu'on a commencé, au moins à peu près combien de morts au Congo? Depuis la colonisation à ce jour. Est-ce qu'il y a un pays qui a connu autant de massacres comme le Congo? Non. Il y a des chiffres qui sont frappants. Alors, Léopold II a fait 15 millions de morts. Voilà. Les Rwandais ont fait 12 millions de morts. Voilà. C'est un élément vital que nous allons si Léopold II n'avait pas tué, parce que en faisant 15 millions de morts, il ne restait plus que 9 millions de vivants. Donc, si Léopold II n'avait pas tué autant, nous serions aujourd'hui 450 millions dans ce pays-ci. Une grande puissance, un grand marché. Si le Rwandais n'avait pas tué 12 millions, nous serions aujourd'hui 150 millions. Bon, voilà. Merci, Emma Texator, pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous sur Mandiko TV pour la seconde émission. Il y en aura plusieurs, je vous assure, avec une matière comme celle-là. Il faut bien qu'on aille jusqu'au bout de tout ça, parce qu'on a besoin d'ouvrir, d'aider les gens à comprendre. Et lorsque nous avons des invités, myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.